Bonjour. Aujourd'hui, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, qui est ici, Hervé Lehmann, qui a écrit un livre politique, juridique, Soyez partiaux, dont la couverture va vous être montrée. C'est un livre qui est disons-le, une charge contre le syndicat de la magistrature, ou plutôt plus largement contre la politisation de la justice en France. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre ouvrage et nous dire aussi, Hervé Lehmann, maître Hervé Lehmann, ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Alors, ce n'est pas vraiment une charge contre le syndicat de la magistrature, c'est une description de l'itinéraire du syndicat de la magistrature. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup du syndicat de la magistrature, tout le monde connaît l'épisode du mur des cons, le mur des cons, fameux. Ceux qu'on appelait les petits juges rouges, mais finalement, ce n'est pas exactement ce que c'est que le syndicat de la magistrature. Et moi, j'ai voulu décrire ce syndicat, ce mouvement, le décrire depuis sa naissance jusqu'à son objectif, où veut-il aller. Donc c'est un ouvrage qui est plus descriptif qu'une attaque. Je n'attaque pas, je le décris. Alors après, il y a une question effectivement qui se pose à la fin du livre, c'est est-ce que c'est un syndicat ou est-ce que c'est un mouvement politique? Est-ce que les juges doivent être politisés comme ça ou pas? Ça, c'est après ça à chaque lecteur d'apporter la réponse. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu, ou y a-t-il encore ailleurs, un organisme comparable au syndicat de la magistrature? Je veux dire, dans les autres pays civilisés. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment un phénomène très français. Un syndicat qui a ainsi des convictions sur la société qu'il veut et qui, de façon durable, parce que c'est quand même un syndicat qui a maintenant plus de 50 ans d'existence, et qui mène son chemin peu à peu pour aller vers cet objectif politique. Alors, comment a-t-il été créé? Alors, il naît dans l'effervescence de mai 68. En fait, en mai 68, il y a tous ces mouvements que l'on connaît, le mouvement des étudiants, puis après ça, le mouvement ouvrier, etc. Et un mouvement qui est contre la société bourgeoise, en fait. Cette société bourgeoise qui était sans doute la société sous le général de Gaulle. Et dans la magistrature, c'est sûr que la magistrature était assez conventionnelle, on peut dire, à l'époque. Et là, le syndicat de la magistrature, ce sont des jeunes magistrats et qui, en quelque sorte, ruent dans les brancards et qui disent « nous, on veut changer cette justice ». C'est une justice bourgeoise et nous voulons une justice rendue au nom du peuple. Les jugements sont rendus au nom du peuple français. Ben non, nous, on veut défendre le peuple et ne plus être un instrument d'oppression de la bourgeoisie. C'est ça l'origine du syndicat de la magistrature. Alors vous avez parlé du mur des cons, on pourrait rappeler pour nos téléspectateurs ce qu'est cette fameuse affaire du mur des cons qui a valu quand même une énorme publicité négative au syndicat de la magistrature, une sanction également, mais enfin vous allez raconter ça. Oui, alors le mur des cons, c'est... C'était en quelle année? On saute dans le temps, parce que là c'est en 2013, voilà. Donc c'est bien après mai 68, et en 2013 est révélé par un journaliste que existe au sein de la magistrature un panneau sur lequel on affiche... au mur, ouvertement. Au mur, voilà, sur lequel on affiche ces cons. Il y a une petite mention d'ailleurs qui dit avant d'afficher un con, assurez-vous qu'il n'y ait pas déjà, pour pas qu'il y ait le même qui soit affiché 2 fois. Et alors parmi ces cons... Alors, ce qui est intéressant, voilà, c'est de voir... guillemets. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir qui est affiché, parce que ça montre quels sont, pour le syndicat de la magistrature, les adversaires. Alors vous avez bien sûr tout le personnel politique de droite, bien sûr, en premier lieu Nicolas Sarkozy à l'époque évidemment, mais tout le personnel politique de droite. Vous avez des gens de gauche dès lors qu'ils se sont montrés favorables à une politique de répression, par exemple Manuel Valls qui avait été ministre de l'Intérieur. Et puis on va même trouver ce qui peut paraître assez choquant, mais il y a une explication. On va trouver 2 pères de victimes, c'est-à-dire 2 pères dont les filles ont été violées et assassinées. Oui, alors c'est quand même bizarre. Alors on pourrait dire que c'est même choquant. Oui. Mais il y a une explication, c'est que ces deux hommes s'étaient engagés dans des mouvements qui étaient favorables à plus de répression contre la délinquance violente et contre la délinquance sexuelle. Or, comme le syndicat de la magistrature est plutôt favorable à moins de répression et à moins de prison, il considère que ceux qui militent pour plus de répression, ben, ils sont dans le mauvais camp.
dans le camp des cons, si je puis dire, mais, puisque c'est l'expression qu'ils ont choisi d'utiliser. Et quand cette affaire apparaît en 2013, la garde des Sceaux de l'époque est Christiane Taubira, qui n'engage aucune procédure, ni pénale, ni disciplinaire. Et il faudra que les victimes de cet affichage mènent une procédure longue et pénible, avec le parquet qui à chaque fois dit mais non, il n'y a pas d'infraction, c'est prescrit, c'est pas public, on n'en parle pas, etc. Pour que finalement, après 7 ans de procédure, la présidente du syndicat de la magistrature soit condamnée à, tenez-vous bien, 500 € d'amende. Et elle a eu ensuite une promotion, n'est-ce pas? Et elle a eu, dans la foulée, elle a obtenu une promotion, j'allais dire bien méritée. Je ne sais pas si elle a été bien méritée, mais en tout cas, il n'y a pas eu de sanction par rapport à cet affichage. Et on revient au titre de mon livre, hein, c'est « Soyez partiaux ». Soyez partiaux. Voilà. Donc, soyez partiaux. D'où vient cette expression, alors, cette exclamation? Cette exclamation vient d'un texte qu'on a appelé la Harangue de Baudot, un texte qui a été écrit par un magistrat du syndicat de la magistrature en 1974, qui est un texte qu'il écrit pour les jeunes magistrats. Et il leur donne 3 conseils. Premier conseil, ne mettez pas les gens en prison. Pas de prison. Deuxième conseil, ne vous embêtez pas avec la loi. La loi, on lui fait dire ce qu'on veut, donc vous ne cassez pas les pieds avec la loi, faites ce que vous voulez, et puis après ça, vous arrangerez avec la loi. Et troisième conseil, c'est celui du titre, c'est soyez partiaux. Soyez partiaux, soyez systématiquement pour le pauvre contre le riche, pour l'ouvrier contre le patron, pour le fils contre le père. Mais pas pour l'assassin contre la victime, quand même. Alors on ne dit pas pour l'assassin contre la victime, mais on dit pour le voleur contre le policier, quand même. Donc non, quand même pas pour l'assassin contre la victime, mais on y est presque. Non, il ne s'agit pas d'être pour l'assassin contre la victime, mais en tout cas, cette affirmation d'une partialité est au fond à la base de la doctrine du syndicat de la magistrature. Mais c'est une sorte d'idéologie, d'où vient-elle? Pas simplement de mai 68, quand même. Alors c'est une idéologie qui a des bases, au fond, dans le marxisme, hein, c'est un peu la lutte des classes, c'est-à-dire le peuple contre la bourgeoisie, donc l'ouvrier contre le patron, et ainsi de suite. Quand on a, dans la Harangue de Baudot, il y a « Soyez partiaux », la femme contre le mari, c'est presque MeToo, 50 ans en avance, ils étaient en avance sur leur temps. Mais c'est le choix délibéré d'une justice qui, au fond, serait déséquilibrée, mais parce qu'elle rétablirait un équilibre par rapport au déséquilibre de la société. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force dans la conception du syndicat de la magistrature. Il y a un rapport de force qui fait que le patron est en position de force par rapport aux salariés, donc la justice doit rééquilibrer, et donc être pour le salarié, puisqu'il est en position de faiblesse, contre le patron, afin de rééquilibrer. C'est-à-dire que la justice aurait un rôle de rééquilibrage social, en quelque sorte. C'est ça la doctrine du syndicat de la magistrature. Et cette doctrine, elle tente à une société idéale dans laquelle il n'y aurait plus de capitalisme, plus de prison, plus de frontières, plus d'exploitation de l'homme par l'homme. Mais concrètement, par exemple, cette aversion contre les prisons, on peut en comprendre effectivement l'origine, mais il faut quand même trouver un châtiment. Quelle est l'idée derrière tout ça? Faut-il trouver un châtiment? Comment répondre oui, vous avez raison. À la délinquance? Vous avez raison. Il y a, dans mon chapitre, je cite, alors c'est pas le syndicat de la magistrature, mais au-delà du syndicat de la magistrature, vous avez des gens qui militent pour l'abolitionnisme pénal. Plus de droit pénal, plus de sanctions. Mais c'est la jungle alors. C'est la société idéale. Peut-être qu'on y arrivera un jour. On n'y est pas encore tout à fait. Peut-être que c'était le paradis terrestre. Je ne sais pas si. C'est ce que fait la Russie en Ukraine. Oui, alors ça c'est pas le paradis terrestre, hein, ça c'est sûr. Mais plus sérieusement, ce dont est convaincu le syndicat de la magistrature, c'est que la prison est nocive. Alors la prison est nocive parce qu'elle favorise la récidive. Et la prison est nocive parce que, c'est ce que Michel Foucault avait décrit dans Surveiller et punir, c'est en fait un instrument de la bourgeoisie pour opprimer le peuple. Donc elle est nocive, donc moins il y a de prison, mieux c'est. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met d'autres sanctions
que la prison. Donc on met des bracelets électroniques, on fait des rappels à la loi, on fait des assignations à résidence, on fait des obligations de soins, de travailler, de ci, de ça, on fait du sursis avec mise à l'épreuve, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on trouve tout un arsenal. Mais ça existe déjà, alors. Oui, mais c'est justement le fruit de cette... C'est le fruit de... en grande partie. Oui. En grande partie. Pour schématiser, on pourrait dire, comme tout schéma, c'est réducteur, hein, mais pour schématiser, on pourrait dire la droite construit des prisons, et la gauche vide les prisons et remplace la prison par des peines substitutives, c'est-à-dire des moyens de ne pas mettre les gens en prison. Et au fur et à mesure de l'histoire, parce que la magistrature, ce sont les magistrats, mais il y a des moments où il y a des gardes des Sceaux qui sont proches de cette idéologie, de cette mouvance. Hein. Quand Robert Badinter devient garde des Sceaux, on a un peu oublié ça parce qu'on pense à l'abolition de la peine de mort, mais quand Robert Badinter devient garde des Sceaux, dans les 2 mois qui suivent, il libère 40% des détenus. 40% des détenus sont mis dans... Ont été dégraciés oui, amnistie, grâce, remise de peine. 40% des détenus sont remis en liberté. Parce que la prison, c'est pas bien. Voilà. Donc, et au fur et à mesure, vous avez des législations qui vont faire qu'on va mettre de moins en moins en prison. Là, la dernière loi du genre qui a été votée pendant le premier quinquennat Macron, c'est que les juges ne peuvent plus prononcer de peine de prison de moins d'1 mois, par exemple. Il n'y a plus de peine courte, parce que la peine courte, c'est pas bien. Et ensuite, les juges ne peuvent prononcer de peine de prison qu'au terme d'un jugement dans lequel ils disent il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que le juge doit chercher toutes les autres solutions et dire non, vraiment, là, il n'y a pas d'autre solution que de mettre en prison, malgré tout l'arsenal que j'indiquais tout à l'heure, les bracelets, les obligations de travail, etc. etc. Donc c'est certainement le fruit du travail sur 50 ans du syndicat de la magistrature et de la gauche judiciaire. Mais tout n'est pas négatif dans ce que vous dites. Mais tout à fait. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je décris un mouvement. Je ne vous dis pas c'est bien, c'est pas bien. Chacun peut penser que c'est bien ou que c'est pas bien. Chacun peut dire moi je suis pour plus de prison ou je suis pour moins de prison. On voit quand même qu'aujourd'hui ça crée des tensions sociales quand même. Il y a quand même manifestement une partie du corps social qui a le sentiment, à tort ou à raison, mais qui a le sentiment que la réponse pénale n'est pas toujours tout à fait adaptée à la gravité de certains comportements. C'est un peu le... Oui, c'est que globalement, les Français souhaitent quand même que la justice soit plus sévère. Absolument. Je pense que les Français souhaitent que la justice soit plus sévère. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui avec toutes ces modifications de la peine, c'est que finalement, on ne sait plus exactement ce que c'est que la peine. J'étais l'autre jour j'assistais devant quelqu'un dans un tribunal et le tribunal a dit « Monsieur, vous êtes condamné à 1 an de prison. » Parce que, quand même, vous avez déjà été condamné, et ce que vous avez fait est grave. Alors la personne est un peu... dit, mon Dieu, je vais aller en prison. Et le président lui dit tout de suite, non, rassurez-vous, vous êtes condamné à 1 an de prison, mais vous n'irez pas en prison. C'est-à-dire que, finalement, on vous mettra un bracelet électronique. Donc voilà. Donc il y a une espèce d'altération de la peine, de baisse de l'effectivité de la peine. Du coup, un problème de lisibilité de la peine. On ne sait plus exactement... qu'est-ce qu'on encourt quand on commet tel acte ou tel acte. 1 an de prison, ça ne veut pas dire qu'on va en prison. Ça devient un peu confus et ça crée des difficultés dans le corps social qui a quelquefois le sentiment qu'il n'y a plus de réponse pénale à certains comportements. Il y a aussi quand même ce contexte des prisons qui... Oui, mais en fait, il faut penser aussi au contexte. Les prisons sont surpeuplées, il n'y a pas de budget, des rats qui courent dans les couloirs. La justice va mal en France. Alors vous avez raison, les prisons françaises sont dans un très mauvais état. Je dirais qu'elles sont indignes d'un état dans notre développement. Le problème, c'est que effectivement, on n'a pas accordé les budgets nécessaires aux prisons. En réalité, il faudrait plus de places de prison, à la fois pour qu'il n'y ait pas de surpopulation carcérale et pour qu'on puisse incarcérer plus de gens qui méritent de l'être et qu'ils le soient dans des meilleures conditions. Mais ce n'est pas ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on ne construit pas de places de prison et donc on se trouve dans cette situation où
on se dit les prisons sont surpeuplées, donc on n'incarcère pas, donc on ne sanctionne pas, donc il faut trouver d'autres sanctions. C'est-à-dire que tout le système marche à l'envers. Il faudrait en réalité plus de places de prison, mais aussi plus d'accompagnement pour ceux qui ont des peines à l'extérieur, si je puis dire. Or, on a un système dans lequel les peines à l'extérieur, comme le travail d'intérêt général, ne sont souvent pas exécutées, et dans lesquels les peines de prison sont exécutées dans des conditions souvent indignes. C'est-à-dire que c'est tout le système qui fonctionne mal. Est-ce que le syndicat de la magistrature, qui est donc l'objet de votre livre, est-ce qu'il milite pour une réforme globale de la justice ? Le syndicat de la magistrature milite pour moins de prison, le moins de prison possible. Il y a même certains textes du syndicat de la magistrature qui disent qu'il faut supprimer la peine de prison, plus de prison. Donc, toute l'action du syndicat de la magistrature et des magistrats syndiqués, c'est le moins de prison possible. Donc, c'est relativement simple, finalement. Oui, mais au fond, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Alors, moi, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que moi, je fréquente la justice des deux côtés je l'ai fréquenté des deux côtés de la barre, parce que j'ai été juge dans ma jeunesse avant de devenir avocat. C'est que ce syndicat de la magistrature, je le côtoie depuis 40 ans. Et que c'est un phénomène qui est important au sein de la justice et qu'on sous-estime, je crois. C'est-à-dire qu'on dit « Ah, le syndicat de la magistrature, les juges roulent, le mur des cons ». En réalité, c'est un mouvement qui est important. Aux dernières élections professionnelles, le syndicat de la magistrature a recueilli 29% des voix. Donc c'est un courant important au sein de la magistrature. Et ce courant a une idéologie, un itinéraire, un objectif. Et il m'a semblé intéressant de décrire ce syndicat, ce qu'il veut, où il va, ce qu'il fait. Mais c'est comme une secte ? Alors non, c'est pas comme une secte, parce que non, c'est pas comme une secte, parce que ils se coordonnent entre eux, ils s'aident, ils se soutiennent, ils se renvoient. C'est pas comme une secte. En réalité, ils se présentent comme un syndicat. Oui. Et un syndicat, c'est un mouvement qui défend les intérêts matériels et moraux de ses membres. Et là, c'est plus un mouvement politique. Je crois que c'est ça que j'ai voulu mettre en évidence. C'est que c'est un mouvement politique qui a une idéologie et qui a une vision de la société, celle que j'ai décrite tout à l'heure. Et donc, c'est pas une secte, parce qu'ils n'ont pas un comportement sectaire, bien sûr. Mais c'est un mouvement politique avec des gens qui ont un objectif, une idéologie, et qui agissent en toute bonne foi. Je ne conteste pas du tout leur bonne foi, leur honnêteté intellectuelle par rapport à leurs convictions. Mais quand ils disent qu'ils ne veulent pas de prison, il y a quand même des cas où, par exemple, dans le cas d'un condamné qui passe devant un jury, il est condamné à la prison, c'est la volonté populaire. Non, mais absolument. Alors, si vous voulez, le syndicat de la magistrature a un objectif à terme qui serait la suppression de la prison. Et il a un objectif quotidien qui est le moins de prison possible. Mais ça ne veut pas dire qu'un magistrat qui serait au syndicat de la magistrature refuserait de mettre en détention un assassin d'enfant. C'est pas caricatural à ce point-là. Mais ce dont il est convaincu, c'est que la prison est nocive, qu'il faut le moins possible de prison, qu'il faut la limiter aux cas les plus graves. Et que dans le maximum de cas, il faut essayer de trouver d'autres solutions que la prison pour éviter ce mal. Et pour vous qui avez été juge avant d'être avocat, quelle est votre position personnelle sur cette question de l'utilité ou de l'inutilité de la prison ? Alors personnellement, je pense que d'abord, il y a des cas dans lesquels il n'y a pas de discussion. Je veux dire, les gens qui mettent des bombes au Bataclan, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre que de les mettre en prison. C'est vrai pour les assassins, c'est vrai pour les trafiquants de drogue, c'est vrai. Enfin, il y a quand même toute une catégorie de délinquants dont je vois mal comment on pourrait dire, écoutez, cher monsieur, vous avez tué 5 personnes, on va vous mettre un bracelet électronique. Je veux dire, donc la nécessité de la prison, elle me paraît évidente. Peut-être que dans une société idéale, un jour, on arrivera à s'en passer, mais enfin, il y a encore du chemin à faire avant d'en arriver là. Après ça, toute une question d'équilibre entre quand faut-il mettre en prison, quand ne faut-il pas mettre en prison. Et si on ne met pas en prison, qu'est-ce qu'on donne à la place? Moi, je crois que ce qui est efficace, c'est l'effectivité de la peine, c'est-à-dire que la peine prononcée soit réellement exécutée, quelle qu'elle soit,
Et deuxièmement, la rapidité de la sanction. C'est-à-dire, je crois que quand la sanction intervient 3 ans, 5 ans après les faits, elle n'est plus efficace. Donc il faut une sanction assez rapide et effective. Ça, pour moi, ce sont les 2 points les plus importants. Par exemple, nous sommes en pleine époque MeToo, où de nombreuses personnes, quand elles étaient victimes, qui se déclarent victimes de viols, autres sévices sexuels, se manifestent 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après les faits, et souhaitent que pas leurs victimes, que les auteurs de ces délits, crimes, partent en prison. Qu'en pensez-vous ? C'est très compliqué. Là, le problème principal, lorsqu'on parle de faits très anciens, et plus encore quand on parle de faits de mœurs, c'est-à-dire que quand on parle de ce qui s'est passé dans un endroit fermé, entre 2 personnes, il y a 10 ans, il y a 20 ans, la difficulté, c'est la preuve. Voilà. Et vous avez tout un mouvement aujourd'hui, une partie des féministes qui disent la parole il faut croire la parole de la femme. Et la parole de la victime est sacrée. Et je ne partage pas cette analyse parce que je le sais, je l'ai vécu plus que quand j'étais juge d'instruction que comme avocat, mais je sais qu'il arrive que le plaignant ou la plaignante ne disent pas la vérité. Voilà. Quelquefois parce qu'il a intérêt à ne pas la dire, quelquefois parce qu'il l'a déformée avec le temps. Donc je ne crois pas que l'on puisse considérer que puisqu'une personne porte une accusation sur des faits dont il aurait été victime il y a 10 ans, il y a 20 ans, il faut la croire systématiquement. Et c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est très difficile. C'est que comment savoir ce qui s'est passé dans cette pièce entre 2 personnes il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc le gros problème par rapport à ces affaires, c'est un problème de preuve. Et la prescription, alors je sais que la prescription... ça agace les gens parce qu'ils disent mais s'il a fait presse, oui. Voilà, à mauvaise presse comme vous dites, parce qu'on pense que si quelqu'un a fait quelque chose d'abominable, même si c'était il y a 10 ans ou il y a 20 ans, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sanctionné. Mais la prescription, ça existe aussi parce qu'il y a une vérité simple, c'est que plus le temps passe, plus c'est compliqué de connaître justement la vérité. Quand c'est ce qui s'est passé il y a 3 jours, on peut retrouver des éléments de preuve. Ce qui s'est passé il y a 20 ans, comment vous pouvez savoir ce qui s'est vraiment passé il y a 20 ans. Donc la prescription, elle est là aussi pour ça, pour dire, il y a un moment où la justice ne peut plus faire la part, savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et donc ça, c'est la vraie difficulté dans ces affaires MeToo. Alors en réalité, ce qui apparaît, c'est que il y a un certain nombre de personnes pour lesquelles il y a des accusations qui deviennent multiples. Donc là, ça commence à donner une certaine vraisemblance aux accusations. Quand vous avez une accusation portée par 1 ou 2 personnes sur ce qui se serait passé il y a 10 ans ou 20 ans, bien malin est celui qui peut dire quelle est la vérité. Et aller dire, comme certains féministes le disent, pas toutes, loin de là, hein, mais comme certains féministes le disent, dire puisqu'il y a une plainte d'une femme, c'est que c'est vrai, ça je crois qu'il faut se méfier absolument de ce genre d'affirmation. Et vous parlez également dans votre livre de l'attitude de certains magistrats et du syndicat de la magistrature vis-à-vis des terroristes, et en particulier des Italiens qui vivaient en France et dont le gouvernement italien souhaitait le retour en Italie. Oui, alors ça c'est notamment l'affaire de Cesare Battisti, voilà. qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années. Cesare Battisti qui avait tué 1 ou 2 personnes. Absolument, c'était un militant, si je puis dire, un terroriste des Brigades Rouges qui était en France. L'Italie en a demandé l'extradition et le syndicat de la magistrature notamment, mais pas que le syndicat de la magistrature, beaucoup de gens, y compris François Hollande à l'époque par exemple, ont dit non, on peut pas expulser on peut pas extrader ces gens parce que François Mitterrand leur avait accordé une sorte d'asile politique, voilà. Et en réalité, d'une part, François Mitterrand avait dit très clairement à l'époque qu'il y aura de l'asile politique sauf pour ceux qui ont du sang sur les mains, et c'était le cas de Cesare Battisti. Et donc lorsque finalement Cesare Battisti a été extradé, pas de France d'ailleurs, mais il est en Argentine. Voilà, lorsqu'il a été extradé, il est arrivé en Italie. Il a dit je demande pardon à mes victimes.
parce que j'ai effectivement été un assassin. Oui, jusqu'alors, il disait qu'il n'était pas. Hein, absolument. Oui, absolument. Sa défense principale en France. Sa défense principale était de dire qu'il avait eu un procès injuste en Italie et qu'en fait il était innocent. Et puis finalement, il a fini par dire non, effectivement, j'étais un assassin. J'ai bien commis les faits qui me sont reprochés. Je demande pardon aux victimes. Il a demandé pardon, par exemple, à ce jeune homme qui est paraplégique depuis 30 ans parce qu'il a reçu une balle perdue de Cesare Battisti. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que le syndicat de la magistrature, notamment, a participé à ce combat pour s'opposer à l'extradition de ces terroristes. Alors, ça ne veut pas du tout dire que le syndicat de la magistrature est favorable au terrorisme, pas du tout. Mais ça veut dire qu'il y a une affinité intellectuelle par rapport au combat mené par ces brigades rouges, et puis avant... Chez Guevara, voilà, et que ce sont des gens qui luttent contre la bourgeoisie, contre cette société capitaliste. Et là, ce sont des alliés objectifs, si je puis dire, du syndicat de la magistrature, qui veut aussi, par d'autres moyens, bien sûr, légaux et tout à fait sans aucune violence. Et en fait, Cesare Battisti les a menés par le bout du nez, quoi. Oui, Cesare Battisti, mais on se fait quelquefois mener par le bout du nez quand on veut bien se faire mener par le bout du nez. Donc, et parce qu'avant Cesare Battisti, il y avait eu, mais il y a très longtemps, il y avait eu Klaus Croissant, et c'était le même phénomène, hein, mais là c'était avec les terroristes allemands de la bande Bader. Et le syndicat de la magistrature avait eu la même position. Et pourquoi? Parce qu'au fond, ces terroristes d'extrême gauche, jamais le syndicat de la magistrature ne prendrait cette position pour des terroristes d'extrême droite, s'il y en avait. Donc c'est parce qu'au fond, il y a une affinité sur l'objectif final qui est la chute du capitalisme. Je vous remercie, Hervé Lehmann, pour votre livre « Soyez partiaux, itinéraire de la gauche judiciaire », qui dresse un état des lieux très intéressant de la justice française et de certaines de ses particularités, nommées syndicats de la magistrature. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.